Bienvenue dans un état critique, un podcast qui, comme son nom l'indique, vous propose un petit moment passionné entre aficionados du cinéma sur le grand ou le petit écran. Bref, on aime quand on nous raconte des histoires et on vous partage nos coups de cœur, peut-être quelques coups de griffe et le tout parsemé d'un peu de mauvaise foi et forcément de débats inutiles qui ne sauveront aucun petit enfant dans le monde. C'est une fois par mois, jusqu'à épuisement des troupes ou jusqu'à ce que tout le monde s'engueule pour de bon. Mais d'ici là, abonnez-vous, on devrait bien s'amuser. Vous êtes bien dans un état critique, c'est la saison 1, c'est l'épisode 1. Merci à vous de passer l'heure qui va venir en notre compagnie. Et quelle compagnie! Je vous présente l'équipe autour de cette table virtuelle. Lui a bossé pour le cinéma et même pour le magazine Studio avant de s'orienter vers le théâtre et enfin la cuisine. Mais ça ne l'empêche pas d'assouvir sa passion de toujours, voir et critiquer des films. C'est Olivier Fournel. Celui-ci est comédien, il brûle les planches, il fait tellement de pubs qu'on l'appelle l'homme sandwich. Bonsoir Florian Maubert. Quant au dernier, c'est le seul vrai critique de cette émission. Son site s'appelle Critique d'un passionné, et si on peut lui reprocher un manque d'originalité dans le titre, au moins, il ne ment pas sur la marchandise, c'est Christophe Clausel. Pour ma part, je suis Lilian Lloyd, auteur, metteur en scène, et j'ai mis mon plus beau casque bleu pour cette émission, qui commence tout de suite après la virgule. Merci messieurs de participer à cette toute première émission. Alors, qu'est-ce que vous allez entendre dans ce podcast ? Eh bien, tous les mois, nous parlerons de certains films que nous avons vus. Et il y aura aussi une critique vintage, c'est-à-dire un film que tout le monde connaît, mais dont on fait une nouvelle lecture. Et puis, nous débattrons sur un sujet d'actualité qui tourne autour, bien évidemment, du 7e art. Et aujourd'hui, puisque c'est le premier épisode, que c'est le mois de janvier, on ne va pas débattre des films qu'on aurait vus récemment, mais de notre top et de nos flops de l'année 2024. Et on commence par toi, Christophe. Alors, en numéro 5, j'ai choisi The Substance, qui aura été pour moi l'expérience cinématographique de l'année. C'est le genre de film qui perd énormément à pas être vu au cinéma. Il y a un vrai travail de mise en scène et d'ambiance. Notamment dans la salle de cinéma, je me disais, mais purée, qu'est-ce que c'est beau! C'est du body horror, donc ça va pas vous réconcilier avec le truc si vous aimez pas ça. Surtout que la réalisatrice pousse les curseurs à fond, que ce soit dans l'horreur ou la comédie satirique. C'est malaisant, c'est burlesque, mais c'est totalement jouissif. Et surtout, le film, c'est Demi Moore, c'est son plus beau rôle. Je pense qu'elle va être nommée aux Oscars. Elle pourrait même avoir la statuette et ce serait tout un symbole parce que vu le sujet du film, lui remettre un Oscar pour ce rôle-là, ce serait vraiment un beau geste. En numéro 4, j'ai choisi Flo, le petit chat qui n'avait plus peur de l'eau. C'est un dessin animé européen et c'est un vrai ovni parce que c'est un dessin animé muet. On suit une bande d'animaux qui prennent refuge sur un bateau suite à une montée des eaux subite et ils vont nous entraîner dans une épopée pleine de poésie. Visuellement, c'est complètement dingue. C'est un côté, on fait beaucoup maintenant. Il y a eu Le Robot Sauvage, j'ai beaucoup aimé aussi, qui a ce même style de graphisme. C'était un style peinture à la main. Et ça apporte beaucoup d'onirisme au truc. Et vu que c'est une vraie épopée de poésie, bah, ça va dans le sens de ce que ça propose. Il y a un vrai travail sur tout ce qui est qualité des décors et de l'eau. Et ouais, ça a été une très grosse surprise. Je l'ai absolument pas vu venir et c'est un de mes plus grands moments d'évasion de l'année. En numéro 3, j'ai choisi Emilia Pérez. C'est le truc qui avait tout pour faire peur. L'histoire d'un chef de cartel qui décide de faire sa transition de genre et pour couronner le tout, c'est une comédie musicale. Donc forcément, c'était hyper casse-gueule, mais Audiard, c'est un génie. Le mec se renouvelle à chaque fois et il arrive à en sortir quelque chose de très très fort. Il y a vraiment beaucoup de profondeur avec 3 femmes qui chacune a une quête sur le sens de sa vie. Les 3 actrices sont formidables, aussi bien dans le chant que dans l'acting, même si celle qui joue le chef de cartel, Gascon, je crois, elle joue très bien. Au niveau du chant, c'est pas vraiment ça. Audiard le sait et justement lui fait des chansons où elle pousse pas sa voix. D'ailleurs, les chansons sont jamais dans la démonstration dans ce film. On est loin des comédies musicales de Broadway. Ici, chaque chanson, c'est pour souligner les émotions de ces personnages. Et pourtant, il y a une BO qui est magnifique avec des vrais moments marquants.
Et il y a vraiment pas mal de chansons qui restent en tête après la sortie du film. En numéro 2, j'ai choisi un thriller iranien, c'est Les graines du figuier sauvage. Je pense que dans les prochaines cérémonies là, qui vont s'enchaîner, il va rafler à peu près partout le prix du meilleur film étranger. Peut-être qu'il en laissera un ou deux pour Emilia Pérez, ce serait sympa pour la France. Mais le film est tellement puissant, tellement fort, il devrait à peu près tout rafler sur son passage. Ça se passe pendant le mouvement de révolution Femmes et Liberté en Iran, quand il y a une jeune femme qui s'était fait lyncher et tuée par la police pour avoir enlevé son voile. Le film est fait comme un huis clos sous forme de thriller, avec deux sœurs qui sont enfermées chez elles et qui vont découvrir justement cette révolution sur les réseaux sociaux. Il y a une vraie métaphore qui s'installe entre la révolution qu'il y a dans la rue et celle qui s'installe dans le cercle familial. On est constamment entre le drame et le thriller, il y a des vrais moments de tension et surtout dans ce film, il y a le plan qui m'aura le plus marqué dans l'année. C'est une scène insoutenable et d'une poésie inouïe. Et donc en première position, j'ai choisi Dune parce que c'est la preuve que Villeneuve est vraiment un des plus grands metteurs en scène du moment. Il prend un qui était réputé comme inadaptable au cinéma et il en fait une des œuvres les plus marquantes que j'ai jamais vues sur grand écran. Visuellement, c'est complètement dingue, que ce soit les décors, la mise en scène, la musique. Il allie tout pour nous offrir un spectacle totalement démesuré. Les personnages sont extrêmement travaillés, même si on peut reprocher à certains antagonistes d'avoir un traitement un peu moins poussé, notamment celui qui est joué par, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur, l'ancien catcheur, mais Dave Lilian Bautista. qui est... Ah, merci. Ouais. Et ouais, non, c'est du très très grand spectacle et ouais, j'aimerais voir ce genre de film-là extrêmement plus souvent. Voilà pour mon top. Eh ben, c'est beau, parce que déjà, j'imagine que toi, t'es celui d'entre nous qui a vu le plus de films. Combien t'as vu de films cette année de ton côté? 93. Ouais, c'est énorme. Donc, Prétentieux. prétentieux, exactement. Est-ce que vous voulez réagir sur ce top 5? Est-ce que vous avez sûrement des films en commun, Bah, Olivier? Ouais, Florian? c'est surtout la fin de ce podcast. Merci Christophe. J'ai fait court. Ouais. Ah bah ça, c'est tout à fait oui, la définition de cours. 2-3 minutes. Je te charrie, c'était très intéressant. Et je tiens à rebondir grossièrement. T'as un top qui a été auréolé au moment où on enregistre, pour la plupart au Golden Globe. Donc, Et tu on spoil peut un dire petit que- peu la fin de cette rubrique. T'inquiète pas, Florian, on allait venir justement Ouais. au Golden Globes. mais il faut un petit peu de, tu vois, il faut se surprendre. Dans la Exactement. Voilà. Alors, puisque tu as la parole, C'est ce quel qui est fait le charme. Exactement. Qu'est-ce que tu as, toi, Bah, comme top 5 de ton côté? Moi, ça va aller beaucoup plus vite parce que je sais pas si je peux faire un top 5. Moi, j'ai vu beaucoup moins de films que Christophe. Bon, moi, les films qui m'ont marqué, évidemment, Dune. C'est le haut du panier. Je suis 1000 fois d'accord avec Christophe. C'est incroyable. C'est une expérience de blockbuster et en même temps de film d'auteur. Voilà, Villeneuve, comme Nolan, comme aussi Spielberg sont capables Scorsese évidemment, mais dans peut-être un autre registre, sont capables d'avoir une patte de film d'auteur et de grand spectacle. Je trouve que c'est incroyable d'arriver à conjuguer les deux, de se faire financer aussi, parce que Dune, mine de rien, c'était pas la partie 2, elle n'était pas courue d'avance, quoi. Donc c'est complètement fou, l'expérience est dingue. J'adore ce réal, tous les films qu'il fait, enfin il n'y en a pas un acheté, c'est incroyable. J'ai beaucoup aimé dans un registre plus intimiste En Fanfare. Voilà, film français, beaucoup plus simple que Dune, évidemment. mais j'ai trouvé ça très bien écrit, très bien interprété. Benjamin Laverne et Pierre Lotin sont formidables. Tous les autres rôles sont tout aussi touchants. C'est très malin. Ça évacue vite le postulat de départ. C'est peut-être même un peu surprenant. Et puis ensuite, on suit ces deux personnages, ces deux frères qui apprennent à se connaître. Voilà, j'ai trouvé ça très émouvant, très touchant, et finalement un sujet, un thème entre guillemets un petit peu casse-gueule du maître qui va aider l'apprenti et tout ça. Mais finalement, il arrive à s'en sortir et en faire quelque chose de beau et d'assez surprenant à la fin.
Donc c'est fou. Bon voilà, j'ai beaucoup aimé The Apprentice sur la création, la jeunesse, je sais pas comment on pourrait dire, La de Donald Trump. genèse, même. La genèse, ouais, voilà. Euh, Pareil, beaucoup de finesse dans la narration, des interprétations vraiment, vraiment incroyables. Jeremy Strong et Sebastian Stan sont fous, quoi. Ils surlignent pas, c'est même dans l'interprétation de Donald Trump, tout est suggéré. On a suffisamment Stan, il nous donne un peu ce qu'il a envie de nous donner, j'ai l'impression. Il va pas y aller au marqueur et tout ça. C'est vraiment hyper fin. C'est très intéressant la manière dont il défend ça. Bon, après, voilà, moi j'avais beaucoup aimé en début d'année Iron Claw, mais c'était moins fun. Voilà, mais je trouve que Zac Efron, Jeremy Allen White et toute la distribution arrivent à sortir un très beau film sur la fraternité, sur la résilience. J'avais trouvé ça assez chouette. Voilà, écoute, je pense que mon top, même si c'est pas un top 5, c'est grossièrement les films qui ont marqué cette année, quoi. Et toi, Olivier, tu veux réagir là-dessus ou donner ton top 5 directement? Je vais donner mon top 5. Alors, top 5 qui est pas, je pense, représentatif des qualités du cinéma de 2024, parce que pareil, je suis pas allé voir assez de films. J'ai pas eu d'évidence cette année comme j'avais pu avoir l'année précédente, par exemple avec Oppenheimer. Euh, mais il y a quand même des belles choses. Il y a des beaux spectacles, des beaux films de cinéma que j'ai vus cette année. En cinquième position, En fanfare. Je suis complètement d'accord avec Florian. C'est simple, c'est des personnages qui touchent. C'est un très beau film sur la musique, au-delà de l'histoire de base, effectivement. C'est un beau film sur la musique qui montre que, quelle qu'elle soit, qu'elle est un petit peu à côté, en tout cas une image snob comme peut avoir la musique classique, ou beaucoup moins snob comme peut avoir les fanfares. Voilà, c'est un beau film qui réunit. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Quatrième, Emilia Pérez. Moi je suis un grand fan d'Audiard, donc la mise en scène, le montage, le casting. Je suis juste un petit peu réservé sur le scénario, que j'ai pas toujours compris. Voilà, où il voulait en venir. Pourquoi une comédie musicale? Alors j'ai adoré, hein, mais pourquoi? Bon, pourquoi pas, cela dit. Euh, Pourquoi cette histoire? Pourquoi un chef de cartel qui veut se faire opérer pour devenir une femme? Voilà. J'ai un peu l'impression qu'il y a des éléments comme ça. Il y a un côté camoulox dans le scénario qui m'a un peu dépassé. Après voilà, c'est Jacques Audiard. Ça se définit par soi-même. C'est magnifique, c'est beau, c'est rythmé, c'est magnifiquement écrit. Voilà. Troisième, Furiosa. Même si je reste plus Fury Road, il y a un truc à mettre au crédit de Miller, c'est qu'il n'a pas refait la même chose. Il aurait pu très bien refaire la même chose. Ça lui a peut-être coûté en termes de box-office, mais voilà, ça reste un magnifique opéra filmé. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il fait rentrer cette saga euh, dans un mythe qui fait qu'on n'a même pas besoin de voir Mad Max pour rentrer dans cet univers, au sens cet univers qu'on connaît. C'est un magnifique spectacle de cinéma. À Le voir au cinéma. casting, à voir, quand je dis, alors moi, quand je Ouais, dis ouais. un film de cinéma, c'est dans le sens à voir au cinéma, évidemment, comme l'était Emilia Pérez, comme l'est mon prochain, Le Comte de Monte-Cristo. Je profite, j'enchaîne, hein, qui est mon deuxième dans mon top de Monte-Cristo, parce que énorme surprise. Voilà, c'est un grand, beau spectacle de cinéma, donc à voir au cinéma, comme on n'en avait pas vu depuis des années, voire même des décennies. Alors, ils avaient entamé le truc avec
les Trois Mousquetaires, mais là, on est encore plus dans quelque chose de grandiose, je trouve, parce il y a du drame, il y a des personnages, il y a un truc un peu légendaire comme ça. C'est profond, il y a des vrais personnages, magnifiquement écrits, magnifiquement interprétés. Voilà, moi j'avais l'impression de revoir ce cinéma des années 90 qu'on pouvait voir avec Claude Berry, mais qu'on pouvait voir aussi dans les années 50 ou 60. Je vais pas aller plus loin avec Jean Marais, qui avait fait aussi un conte de Monte Cristo. Euh, Pierre Ninet, excellent. Voilà. Très original dans ce que je dis, hein. Mais voilà. Moi, ça m'a plu, plus. J'ai adoré. Et puis, bah, premier, oui, d'une deuxième partie. Je peux rien rajouter de plus que ce qui a été dit avant, hein. C'est beau, rien n'est gratuit. Que ce soit la mise en scène, la direction d'acteur, la musique de Zimmer, euh, la direction artistique, le montage, tout. Voilà, c'est un film complet. Et encore une fois, un film à voir au cinéma. Je pense qu'à la télé, on perd énormément. Tout comme effectivement on perd avec ce que Florian faisait enfin pas la comparaison, mais parlait aussi de Nolan, de Spielberg. C'est des gens qui font des films qu'il faut aller voir au cinéma. Euh, et donc, qui écrivent, qui mettent en scène, qui font la lumière, tout pour que ce soit un film à aller voir au cinéma. Donc c'est une réussite à 200%. Voilà, moi, c'est mon classement de cette année. Et moi, je dirais que j'ai sûrement un classement avant de parler de ce que... Voilà, ou peut-être de sujets polémiques par rapport à certains des films que vous avez classés dans votre top 5. Perso, je suis complètement d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites, entre Enfant Phare, Le Conte, Dune 2, bien évidemment, qui est sûrement tout en haut, Emilia Pérez aussi. Je suis d'accord aussi avec Florian sur The Apprentice. Personnellement, j'ai peut-être le côté peut-être un tout petit peu plus Télérama, avec le documentaire de JR qui s'appelle Théâtre Chapi, qui vraiment m'a complètement démonté de force, tellement c'est puissant. JR, c'est cet artiste qui fait des photos gigantesques là. Et là, il a été demandé à des mecs d'une prison aux États-Unis, l'une des prisons les plus sévères, les plus costauds, de faire des photos en géant dans leur cours de j'allais dire leur cours de récré, mais c'est pas tout à fait les cours de récré parce que tu vois même des moments de vieilles taches de sang dans la cour, etc. Donc c'est extrêmement humain. Et parmi tous ces types, tu vas suivre le parcours d'un néo-nazi jusqu'à ce qu'il se fasse enlever ses croix gammées sur le corps. C'est assez fort. Je suis complètement d'accord aussi sur Enfant Phare. Bref, tout ça on en a parlé. Moi, je note juste un film que j'ai vu et qui m'a tellement marqué. Au début, je savais pas. Je savais que je venais de vivre quelque chose d'assez fort, mais le temps passant, il reste vraiment là. Et je crois que la zone d'intérêt, pour moi, je prendrais toujours autant de plaisir à voir Dune parce que c'est un grand spectacle. Et la zone d'intérêt, j'aurais envie de le revoir parce que je pense qu'il y a plein de choses que j'ai loupées et parce que je trouve que en termes de propositions cinématographiques et dans l'ensemble, c'est quelque chose de complètement dingue. Je crois que c'est vrai. Je crois qu'on avait parlé aussi à un moment que c'était Love Story à Auschwitz, mais franchement pour moi c'est un film qui est gigantesque. Est-ce que en quelques mots avant de passer rapidement au flop, est-ce que vous avez des envies de réagir sur certains des films des uns et des autres que vous avez sélectionnés? Alors si je peux me permettre. Si je peux engager le... Je t'en prie, vas-y Olivier. Engage le combat, Olivier. Je vais rebondir juste sur ce que tu viens de dire à propos de la zone d'intérêt que j'ai enfin réussi à voir. Eh ben, je suis complètement passé à côté. Ouais, mais c'est un film de cinéma qu'il faut voir au cinéma. Je suis complètement... Il y a un travail sur le son qui est complètement fou. Non, mais... Puis j'imagine... attendez, laissez Olivier.
Ouais. Non, on va attendre la vanne On de a vu ta Florian. connivence avec les nazis, c'est normal aussi. Oh là là, je le couperai au montage. Oh, bah, elle est Allez, surtout tellement bon nulle. courage. Oh, elle est surtout tellement nulle. Allez. Non, mais j'imagine que c'est un film de cinéma. Alors moi, je l'ai quand même écouté 4K, machin. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis d'accord entièrement avec tout ce que tu viens de dire sur l'expérience cinématographique. Ce film méritait la froideur qu'elle montre. Hein, ça serait presque un ratage que ça soit autre chose. Je sais pas comment l'exprimer. C'est tellement bien réussi que ça m'a laissé de marbre. Parce qu'il y a quand même des moments, et je suis assez d'accord enfin, assez d'accord. Je comprends l'idée du love story à Auschwitz, mais il y a un moment, c'est tellement, oui, le quotidien d'eux, et juste on le suit, que bah il y a des moments, j'ai un peu décroché. Ouais, je crois être passé à côté. Alors, Ouais, mais effectivement, j'aurais c'est peut-être vrai vu qu'il d'une y a manière un côté différente où au cinéma. mmh, mais non, mais il y a rien qui t'engage dans un sens émotionnellement, je trouve. C'est vrai Moi, où j'ai le besoin de ça au cinéma. ouais, ouais, je comprends. Donc, C'est vrai ça qu'après fait c'est partie. intéressant, mais c'est un parti pris, ouais. Ouais, ouais, complètement. Non, mais ça fait partie de ce type de film. J'en sors, enfin, même quand j'ai éteint ma télé, on va dire. Je me dis, c'est une réussite totale. Toutes les récompenses, tout ça sont méritées. Mais moi, vraiment, c'est très subjectif. Je suis passé à côté, là. Oui, oui, je Alors comprends. moi, je suis pas. Vas-y, pardon, juste Christophe, je te coupe en une demi-seconde. Simplement, je pense que moi, l'émotion, elle est née du fait de ne pas voir les choses et de savoir qu'elles sont derrière et que ça se passe dans des cris, que ça se passe dans des coups de mitraillette et que ça se passe dans les fumées, la fumée au loin. Et surtout l'horreur quand ils vont quand ils vont se baigner dans le lac et que tu vois tous les restes humains qui sont là-dedans, moi, j'ai eu des émotions, mais terribles, terribles à ce moment-là, justement par le peu de choses qu'on voit et dont on sait toute l'horreur qui se passe à côté. Moi, mon émotion est née de ça, un peu à la manière d'Alien, d'avoir peur dans le premier Alien, je parle, de ne pas le voir, et la terreur venait de là. Mais Christophe, je t'en prie, vas-y. Moi, quand je suis sorti du cinéma, j'étais pas loin d'être comme Olivier, parce que je suis quand même resté un peu en dehors du film, la froideur du truc et le non-scénario. Il n'y a pas vraiment de scénario. Tu suis la vie, le quotidien de cette famille-là. Ça m'a laissé en dehors du film, mais avec le temps, il y a énormément de choses qui me sont restées du film. Des plans comme Lily en parlait de la fumée du train que tu vois en fond de jardin. Tu vois jamais ce qui se passe, mais tu sais ce qui se passe. Ça et j'en parlais tout à l'heure, le travail sur le son. Auschwitz, c'est omniprésent par le son. On entend constamment un chien aboyer, un cri, un coup de feu, c'est et l'expérience de cinéma, ouais, il y a énormément de scènes qui me sont restées, même si le film ne m'avait pas emporté, pendant ma séance. Et j'ai un Ouais, mais c'est rapport pour ça que je particulier avec ce pense. film-là. Ouais, mais c'est pour ça que je pense que c'est une vraie réussite. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vraiment, c'est le spectateur Olivier Fournet qui est. Ça m'a laissé sur le bord du chemin, quoi, un peu. Et c'est peut-être ce manque de scénario, parce que si je rebondis sur ce que dit Lilian, oui, effectivement, il y a ce qu'il y avait dans Alien, ce qu'il y avait dans Les Dents de la Mer. La terreur vient de ce qu'on ne voit pas. Sauf qu'il y avait une histoire autour, et là, dans le cas de ce film-là, ça m'a. Hmm. Ah ouais, alors je sais pas. Peut-être qu'au cinéma, j'aurais peut-être vu autre chose. Mais voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Bien sûr. Et puisqu'on en est aussi dans les choses là, puisque c'est toi qui avais la parole, est-ce que tu as un top 2, un top 3 de tes flops rapidement? Alors, très rapidement, je vais faire un allez, top 3. Alors, L'amour ouf en 3, parce que je pense que alors, beaucoup de gens ont aimé, visiblement, et puis gros succès. Mais pareil, je suis passé complètement à côté. Moi, en fait, c'est un gros teen movie un peu prétentieux, qui se la raconte quand même beaucoup. Ça dure 2h40. Si vous vous souvenez, je vous envoyais des textos pendant que je regardais Hmm. le film. C'est pour dire si j'étais dedans. Lilian Voilà, je avait me fait la suis. même. Exactement. Ouais, non, mais voilà, j'arrive pas à le dire autrement. Je me suis fait chier, sincèrement. Voilà, Mégalopolis, parce que en deux, parce que alors bon,
c'est tout à l'honneur de Coppola qui a autoproduit son film à hauteur de 120 millions de dollars. Mais le gars a quand même réussi à faire le nanar le plus cher de l'histoire. Et puis, alors ça porte bien son nom, hein, parce que si c'est bien un film mégalo. Euh, mais c'en est drôle. Les acteurs, ils sont hors sol, je suis même pas sûr qu'ils jouent tous dans le même film. Le scénario est un peu prétentieux quand même, et puis il y a des trucs, c'est quand même du gros nawak. J'ai quand même beaucoup ri, cela dit, hein, voilà, donc c'est flop, et en même temps, c'est ce qu'on aime bien dans les nanars, quoi, donc C'est ça. c'est Je suis pas flop, sûr c'est qu'il ait flop. voulu faire la comédie de l'année, Coppola. Voilà. Donc, je pense que c'est un flop parce que c'est pas ce qu'a voulu faire Coppola. Mais en même temps, j'ai pas passé un mauvais moment comme j'ai pu passer avec L'amour ouf ou le premier de ma liste, Trap de Shyamalan. Mm. Donc pour une fois, le seul twist, c'est qu'il n'y en ait pas en fait. Parce que au moins, quand tu vas voir un Shyamalan, tu te dis, bon, allez, les derniers, tu galères un peu, mais bon, tu te dis, je vais voir un peu, et puis là, même si le dernier, Hold, le twist était médiocre à mourir, mais là, il n'y en a même pas, quoi. Donc, ça part plutôt bien, c'est assez original, et puis, mais non, c'est une bouse, quoi. En fait. Et Voilà. Florian, t'as des choses là-dedans sur lesquelles tu veux réagir ou ton propre flop? Alors, non, parce que c'est vrai que du coup, j'ai eu quand même moins de temps pour aller au ciné cette année, un peu comme Olivier, machin. Donc du coup, c'est vrai que je me suis beaucoup orienté en fonction des retours que j'avais. Donc je me suis évité quand même quelques flops. Quand les avis, avec le peu de temps que j'avais, quand les avis étaient un peu mitigés, bon, j'ai fait le choix de passer. Peut-être que je le regretterai pour certains, mais voilà. Moi, mon plus grand flop, c'est un de vos plus grands tops, c'est Furiosa. Parce que Je vous vraiment, entends alors pas, là, pardon? C'est Furiosa. Ah, d'accord. Non, je croyais que c'était Oui. son micro qui marchait pas. Oui, Olivier, tu veux réagir sur mon flop? T'as pas de goût, si tu veux. Je mets mon je mets mon casque bleu, je vous laisserai la parole après. Ouais, non, mais là, pour le coup, peut-être un peu comme pour certains d'entre vous, pour certains films, là, je suis vraiment passé à côté. Je sais pas. Déjà, alors bon, je sais que vous allez me haïr, mais Fury Road, je l'avais pas non plus apprécié de ouf. Et pour le coup, je me suis dit, en voyant Furiosa, c'était peut-être un chef-d'œuvre, quoi. Parce que là, ouais, je suis vraiment passé à côté. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est ce côté désert. Tout le monde se trouve, ils échappent à la mort et puis ils regardent dans leur rétro et puis ils sont tous là, tous sur leur moto, leur bagnole et tout ça. C'est un peu nimp. Enfin, pour moi, c'est nimp. Chris Hemsworth qui est ok, il fait le taf, mais il représente rien, aucune menace vraiment justifiée dans la narration. Les personnages que tu vois qui sont censés être les méchants, tu sais que tu vas les revoir dans Fury Road. Donc finalement, il n'y a pas de tension, parce que tu sais très bien qu'ils vont pas crever. Franchement, je me suis un petit peu fait chier. Je trouve que les effets visuels sont vraiment mal faits. Voilà les amis, hein, je vous donne un petit peu de grain à moudre. de grain à moudre, de quoi me détester encore un petit peu plus. Mais non. Mais bon, voilà. Et puis le fait qu'il fasse des tours de moto pendant des heures, alors que le pétrole, le diesel, machin, c'est une ressource ultra rare. Tu te dis, mais putain, mais c'est d'une débilité sans nom, quoi. Enfin, je sais pas. Ah, mais vraiment, Disons que c'est franchement, pas là, un je me suis dit, film. mais- Déjà, à la base, la façon de faire le film est pas très écolo. Parce que c'est pas des bagnoles électriques non plus Ah, qui sont en train de... on n'est pas dans de l'écolo. Ceci dit, un Mad Max écolo en bagnole électrique, il y a peut-être un dos, il y a peut-être un truc à faire. Avec, Ça peut être avec drôle. Sandrine Rousseau, là. Ah ouais. Et puis, juste pour finir, le petit clin d'œil à la bagnole et au personnage tu vois, de Mel Gibson en haut de la falaise et tout. Enfin, voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était. Ouais, c'était nul et non avenu. Christophe, Voilà. tes flops avant de Alors. donner rendez-vous à Florian pour lui casser la gueule sur le parvis de Dans la gare du Nord. l'octogone. Octogone.
Donc, mon plus gros flop de l'année, c'est la critique de Florian sur Furiosa. Non, plus sérieusement, je peux l'entendre tout à fait. j'en ai 3. Le premier, c'est L'amour ouf, pour les mêmes raisons que Olivier, donc je vais pas relever plus loin. Sauf que je sauverai Alain Chabat qui a un Ouais. rôle extrêmement touchant. Carrément, Mon c'est le seul deuxième bon truc du film. Mon deuxième flop de l'année, c'est Joker, La folie à deux. Et moi, avec un titre comme ça, avec Lady Gaga qui joue Harley Quinn, la promesse d'une comédie musicale, je m'attendais justement à avoir énormément de folie et la folie, je n'en ai pas eu. J'ai trouvé, Emilia Pérez qui cherche absolument pas à impressionner pendant ses scènes, chantées. J'ai trouvé les chansons et les danses d'Emilia Pérez 1000 fois plus impressionnantes que La folie à deux, pour un budget qui doit être, 10 fois inférieur. Pour moi, ouais, Non, c'est non, un non. gros je sais pas, c'est le budget d'Emilia Pérez, ça doit être 30 millions, un truc comme ça, non? Ouais. Et plus de 250 millions, Joker. Non, bon. Et ouais, le grosse déception. Et mon plus gros flop de l'année, c'est, je viens de voir récemment Gladiator 2. Je comprends pas. C'est Ridley Scott qui nous avait pondu un chef-d'œuvre il y a 20 ans et qui, ridiculise son chef-d'œuvre avec cette suite, avec des scènes dans les Colisées, tous plus débiles les unes que les autres, au point que le film a cartonné. Ils annoncent un 3, mais je m'attends presque dans le 3 qu'il y ait des dinosaures qui arrivent dans l'arène. Des aliens. Parce que là, ça va. Non, c'est le Ou crossover. des aliens. Le crossover, Ah ouais, le crossover Alien Gladiator, t'es pas prêt. Moi, je pense qu'il y a Vin Diesel qui arrive avec ses voitures dans le Colisée, hein, ça va être n'importe quoi. Les scènes dans le Colisée, sans parler des deux empereurs, non, il n'y a rien à sauver dans le film. À part le visuel, les décors sont sympas, mais pourquoi t'as touché à ton chef-d'œuvre? Il m'avait déjà énervé quand il avait touché à Alien en faisant Prometheus, mais alors là, on Bah touche oui. le fond du Ah oui, fond pour du l'argent, pour l'argent, Christophe, tu sais bien. Oui, pour le pognon, mais bien laisse sûr. enfin, je sais pas. C'est son chef-op, j'entendais, je crois que c'est son chef-op qui disait disait qu'il il en a était plus rien à devenu, foutre. ouais, il était devenu feignant, il en avait plus rien à foutre. En même temps, Mais je pense surtout qu'il a un ego surdimensionné et qu'il veut pas que, parce que ça serait fait de toute façon, un autre Gladiator, il veut pas que ce soit fait par quelqu'un d'autre. peut-être. Il Ouais. torche les trucs, puisque là même. Je vous propose qu'on l'appelle, on peut l'appeler en direct. Oui. Ouais, allez. Ridley, On va demander pour avoir son témoignage. Ouais, on va voir son Ouais, témoignage. non, mais plus sérieusement, visiblement, alors que donc le dernier Alien, Romulus, a hyper bien marché, résultat, le gars, il veut faire un nouvel Alien dans son truc à lui, quoi, dans sa partie à lui. Je pense que Ridley Scott aime beaucoup l'argent, mais je pense qu'il s'aime beaucoup aussi. Parce que, voilà, Je lui il a passerai aussi critiqué, je lui envoie un WhatsApp pour lui dire ça. Et Ouais, si jamais il bah, veut, vas-y. il veut réagir en direct. Non, mais il a critiqué beaucoup de Je choses. crois qu'il vient de dire Blade fuck Runner you, 2049. Fuck you, D'accord. Oliver. Fuck your Eh, lover. fuck you too. Fuck you too. Alors, pour avancer, parce qu'on essaye de tenir cette émission tout simplement en 1 heure, moi, mon flop C'est de impossible. l'année, je sais bien que c'est impossible, mais j'essaye tout de même. C'est mon travail, mon boulot de médiateur Coupe- enrhumé. Coupe Christophe. Sinon, tu n'y arriveras pas. Je coupe Christophe au montage. Non, c'est The Substance pour moi qui est vraiment le flop de l'année. Enfin, l'un de mes flops de l'année, même si je suis d'accord sur l'amour ouf et tout ce que vous avez cité dans l'ensemble. Pas Furiosa, je serais plus entre les deux. Mais pour moi, The Substance, ça passe complètement à côté de mes propres attentes. Tout ce que ça veut dénoncer, je trouve que ça le présente. Et tout ce qui est... Enfin, ça joue avec, un petit peu comme Nature and Born Killers, sur le côté... on va dénoncer de la violence. Comment tu vas faire ? Je vais mettre de la violence. C'est quand même vachement bien, la violence à voir. On va dénoncer le cul, le patriarcat. Qu'est-ce que tu vas faire ? On va montrer des culs. Et puis, on va dire que les mecs et les méchants, et regardez, ils mangent des crevettes mal. Ah, c'est mal. Et voilà, je trouve ça... En tout cas, moi, le grotesque ne m'a pas touché. Et puisqu'on y est, et puis que Florian en a parlé tout à l'heure, un petit mot sur les récompenses des Golden Globes, parce qu'on est le 6 janvier au moment où on enregistre cette émission. Et il y a eu quand même quelques petites surprises, et avec, je crois, 1 ou 2 prix pour Emilia Pérez, meilleure comédie musicale, et meilleur film... 4 même. Ok. 4 prix. Ouais. Et meilleur second rôle pour Zoé Saldana.
Ouais, c'est ça. Alors, honte sur moi, vous allez m'apprendre les récompenses. Je savais pas que c'était ce week-end. Et ouais, bah on va dire Eh rapidement, ouais, mon parce gars. on peut en parler. Meilleure comédie ou comédie musicale, il y avait Anora. Alors Anora aussi, moi que j'ai beaucoup aimé. Challengers, que j'ai pas aimé. Emilia Perez, A Real Pain, on l'a pas vu. The Substance et Wicked. Et c'est effectivement Emilia Perez qui est passée, et c'est vraiment génial parce que c'est un film français. Et meilleur film international aussi. Ouais. Pour rebondir sur ce que disait Christophe sur son top, donc finalement Emilia Pérez prend le Golden Globe du meilleur film international. Ouais. Et ce que j'ai. Comédie. Ouais. Enfin, c'est comédie ou comédie musicale. Oui, voilà. Et ce qui est assez génial, enfin ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est Netflix qui a racheté Netflix aux États-Unis, qui a racheté les droits, et donc c'est diffusé sur Netflix. C'est pas diffusé. En tout cas, ça lui donne une ouverture, une possibilité d'être vu par quand même beaucoup de monde. Donc là, je pense qu'il se frotte les mains. L'ami Audiard, je pense que ça va être énorme pour lui. Meilleur film. Ouais, après, C'est bien joué, hein, franchement. Non, mais c'est très bien après, joué. éternel débat. Hein. Si c'est pour être passé que sur Netflix, Oui, mais Bah, bon, après, en tout cas, on il sent a déjà des Perez. Golden Globes. Hein. Il a eu sa vie au cinéma aussi. Hein. Là, pour le coup, derrière, c'est pas inintéressant. Il a dû prendre un petit billet en plus. Bon. il est sorti aux États-Unis. Ouais. Je Je pense. crois que Netflix a certaines salles, a quelques salles sur lesquelles le film est projeté. En tout cas, il y a The Brutalist qui a gagné le prix du meilleur film dramatique. Alors ça, je crois que ça sortira en France en début février. Début février, apparemment, c'est complètement dingue. Ouais, mais alors Ouais. j'ai vu meilleur, 3h30. meilleur acteur pour Adrian Brody. Ouais, c'est ça. Meilleur acteur aussi. Refait le coup 22 ans après, Le Pianiste. Meilleur Et film ça, c'est d'animation, Christophe, t'es content, c'est Flow. Ah. Et c'est passé devant. Alors, Vice Versa 2, c'était vraiment pas bon. Mémoire d'un escargot, j'avais pas vu. Vaiana 2, j'ai pas voulu voir. Wallace et Gromit, j'ai pas vu. Robot Sauvage, j'ai vu. Mais voilà, c'est Flo qui est passé devant. Wicked a gagné le prix du. Alors, ils ont une catégorie un peu particulière, Cinematic and Box Office Achievement. Il y avait Alien Romulus dedans, Beetlejuice, Deadpool et le Wolverine, Gladiator 2, Vice Versa 2, Twisters, Wicked et le Robot Sauvage. C'était un petit peu la catégorie où tu mettais tout et n'importe quoi. Et Wicked a gagné. Ah non, Ah bah, mais c'est les gros succès box-office, quoi. Ouais, c'est ça, c'est les C'est succès comme ils ont populaires. fait pendant un moment avec C'est pas C'est comme inintéressant. ils ont fait un moment avec les Césars. Ouais. Oui, Ouais. mais enfin, remettre un prix, bon, bah, tu prends le premier, tu sais qui a gagné, quoi. Il n'y a pas de. Oui, bien sûr. C'est vrai, mais bon, Ouais, c'est pas- ça rajoute un petit peu de faste à la cérémonie. Et sur Wicked. Remettre un prix. Et Wicked, qui l'a vu? Christophe, toi, tu l'as vu? Ouais, j'ai vu. Ouais. Et très belle J'ai surprise. vu. Toi aussi, tu l'as vu, Olivier? Ouais. Ouais. Il n'y a que Florian Pareil, qui l'a pas belle vu. surprise. Non, j'ai pas vu, non. Ouais, belle surprise pour nous trois, je crois. Alors, pas. Moi, je suis pas un grand fan, évidemment, de comédie musicale, mais je me suis laissé vraiment prendre par l'ensemble, et le duo est vraiment magnifique. En tout cas, il fonctionne très très bien Ouais, puis avec. un vrai fond. Oui, puis il y a un fond, Il y bien a un sûr. vrai fond. Le seul souci que j'ai, c'est que c'est un peu long et ça fait que Ouais. ça finit au moment où l'histoire prend de l'envol. Bien sûr. Et la deuxième sur- partie, elle sort au mois de mai ou juin, je crois, j'ai vu tout à l'heure, il me semble. Non, mais c'est surtout ce que j'aimerais, enfin, faudrait que je me renseigne, c'est que là, donc, première partie, 2h40. Alors, je sais pas combien durera la deuxième. Le spectacle, il dure 2h30 à Broadway. Ouais. 2h30 Donc, et il est disponible sur YouTube. Je suis un peu allé la regarder. Ça s'arrête grosso modo à 1h20 de la comédie musicale. Ouais, donc ils ont Ah ouais, Ça étiré. s'arrête Ils à ont un peu plus étiré. de la moitié, ouais. Ils ont Ouais. étiré vraiment. Ils ont Ouais. étiré à mort. vu que c'est tiré d'un bouquin, ils ont peut-être Ouais. élargi le truc, quoi. On a eu aussi, Ok. alors dans les films qui sont passés en France, meilleur acteur dans une comédie musicale, on a Sébastien Stan dans The Apprentice, qui me donne aussi très envie de voir dans l'autre film là. Il y a un autre film j'ai plus le nom Different du Man. A Different Man. Different Man. Ça me donne très 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 envie aussi. Sébastien Stan, c'est un super acteur, et parmi toute l'écurie Marvel, si on met Robert Downey Jr. Un petit peu hors concours, c'est quand même l'un de ceux qui fait une carrière assez incroyable aussi dans les films d'auteur à côté. Ouais, le mec, ouais. il rate pas grand chose, lui, pour l'instant.
Franchement, c'est un acteur hyper fort, assez discret, j'ai l'impression, Ouais. mais dans ses choix, il fait le grand écart. Et C'est ouais, ouf, quoi. il est capable de rentrer dans plein de costumes, c'est assez dingue. Ouais, ouais, vraiment. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu sur Netflix, vous pouvez voir c'est Pam et Tommy, je crois, la série là sur Pamela Anderson. Disney, Ah oui, Sur Disney+. Disney, c'est sur Disney, t'as raison. C'était Ouais, vraiment super. une super série. Il est incroyable dedans aussi. Mm. Meilleure actrice, Christophe, c'est Demi Moore. Ah, Tu vois, elle était face quand même à Amy Adams, Cynthia Erivo qui est dans Wicked, donc Carla Sofia Nicole Gascon. Kidman, non Il y avait pas Nicole Kidman, il y avait Zendaya pour Challengers et Mickey Madison dans Anora que j'ai trouvé vraiment génial. Mm. Alors c'est drôle parce que pour le coup, Mickey Madison dans le film, bon bah voilà, c'est une travailleuse du sexe, elle donne beaucoup de son corps, elle aussi, comme Demi Moore. On a quand même des comédiennes deux comédiennes qui avaient plutôt donné beaucoup de leur corps. Et ils ont filé le prix à Demi Moore, alors peut-être pour sa carrière aussi, mais même si j'ai pas aimé le film, ce que fait Demi Moore dedans est quand même, malgré tout, hyper remarquable. Je pense que justement, il y a un peu de pour ce que ça raconte. Et Oui, par oui, rapport, en fait, c'est un peu son histoire de Mimour. En gore, mais c'est un peu ce qu'elle a vécu. bien sûr. Euh, Meilleure actrice que tu disais, Florian, Zoé Saldana pour, Dans un second rôle, ouais. dans un second rôle. Alors, j'ai pas vu effectivement A Real Pain. Il y a Kieran Culkin qui est meilleur acteur dans un J'ai second rôle. j'ai pas vu, non. Je Bah, sais pas. il est pas sorti encore, hein, de toute façon. Ah ok, Je sais même bah, pas c'est ce que pour c'est. ça alors. Ouais, ouais. Meilleur scénario, Conclave. Alors, je crois que Christophe a vu Conclave. J'ai vu Conclave, c'est pas le scénario qui m'a le plus marqué du Moi film. non plus, c'est pareil. Ça aurait été plus l'image ou à la rigueur l'acteur, mais ça aurait pas été le scénario que j'aurais primé. On va pas tout regarder, mais je regarde aussi un peu dans les séries rapidement. En tout cas, dans les meilleures mini-séries, il y a Mon Petit Reine. Je sais pas si vous l'aviez vu. Ah, je l'ai toujours pas j'ai vu, mais entamé. j'avais très envie de Je le l'ai voir. entamé. Ouais, La meilleure entamé. mini-série de l'année pour moi. ouais. C'est passé devant quand même Ouais, The Penguin. monte pas sur tes grands chevaux quand même, hein, Christophe, calme-toi. T'as vu toi, Lilian, le petit renne? Ouais, Mon Petit Reine. Moi, j'ai trouvé ça formidable. J'ai vraiment trouvé ça formidable. Je peux pas dire autrement. C'était même assez étouffant, assez malaisant, comme disent les jeunes. Vraiment, ouais, c'était assez fort. Ce qui me fait assez délirer, c'est quand même meilleur acteur dans une série comique et Jeremy Allen White pour The Bear dans une série comique. Ah ouais. Là, c'est Faudra vraiment histoire de caser tout le monde, quoi. Moi, faut qu'on m'explique. Ah, parce que c'est où vraiment le truc hyper dramatique et tout le reste, en gros, c'est comédie. Ça permet surtout de donner 2 prix, leur truc. Ouais, important. peut-être. Bah oui, c'est ça. Jodie Foster, meilleure actrice dans une mini-série pour True Detective. C'est ok. Ah, Elle était formidable. Elle était ouais. formidable. Non, elle a été Elle m'a vraiment fait, bien. elle m'a scotché. Ouais, elle est vraiment bien. Et donc, évidemment, Colin Farrell, meilleur acteur pour une mini-série dans The Penguin, qui est tellement Ah ouais. méconnaissable que tu dis, ils auraient pu prendre un autre mec, Ouais. en fait. Quoi. ouais, c'est clair. Mais en même temps, ce qu'il livre, Ouais, c'est fort. Hein. exceptionnel. Putain, Ouais. franchement, il est costaud, là. Mais tous, hein, franchement, là, il me reste un épisode à mater, là. Et Ah bah, Ouais, ouais, c'est incroyable. l'actrice surtout. Moi, je suis L'actrice de étonné, par Penguin. contre, L'actrice a eu Christine Milioti, elle a eu. elle a rien eu. Si, elle a eu le Golden Globe. Ah bah ouais. Elle l'a eu Bah, aussi. franchement, Non, elle une est fois, extraordinaire. une fois. Elle est dingue, elle porte le truc. Alors, peut-être un petit peu plus effacée sur la deuxième partie de la série, mais en même temps, c'est Mais normal. bon, elle porte un truc Mais de fou. franchement, ouah, c'est Non, incroyable. c'est C'est tellement bien écrit, c'est bien glandé. Non, c'est extrêmement flippant. Moi, j'ai eu A un petit priori, peu peur au l'actrice n'a début. pas eu le Golden Globe. De quoi C'est ça C'est Jodie Foster qui a eu le Golden Globe pour la Non. mini-série. Non. C'est meilleure actrice dans un second rôle. C'est Jessica Gunning dans Mon Petit Reine. Ah oui, dans un second rôle. Oui, pas le Non, rôle mais là, principal. on parlait de l'actrice de. On était sur le pingouin. Ah, non, mais on parlait. Oula. Je croyais qu'on parlait de Mon Petit Reine, moi, c'est pour ça. Ah non, moi Ok. je parlais du pingouin. moi. Ah, ok. Ouais, non, le pingouin, elle est énorme aussi. De- Oui, bien sûr, celle qui fait la. Comment elle s'appelle Christine Milioti. Oui, Christine Milioti, ouais, qui est très bien. Ouais, qui est très bien aussi. Donc elle a rien eu finalement. Non, en tout cas, elle fait pas partie. Non, elle fait pas Quelle partie. déception.
Bah, je sais pas. Oui, elle est vachement bien. Elle est hyper inquiétante. Mais bon, Ouais, la franchement, série. elle livre quand même une palette Ouais, ouais. ultra large. Ouais. Non, mais la Ouais. série, Ouais, c'est quand même fort. la série est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et on se retrouve après une virgule. Et c'est le moment de la critique vintage. Tous les mois, on vous parlera d'un film qui date de d'il y a de plus de 10 ans. Et chaque fois, ça sera l'un de nous qui forcera les 3 autres à revoir un film. Et moi, puisque je suis un gros geek, un gros nerd, un gros tout ce que vous voulez, j'ai demandé à tout le monde de revoir Iron Man 1 de Jon Favreau, qui date de 2008. Alors, Florian, est-ce que ton avis a changé sur le film? Est-ce que il te plaît toujours autant? Est-ce que tu le détestes ou pas? Ouais. Non, 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 écoute, il reste à sa place dans voilà, dans ce que j'en avais pensé à l'époque et de ce que j'en ai pensé maintenant. Je trouve que c'est un film qui marche plutôt bien, qui est bien équilibré, assez ancré. Maintenant, avec tout ce qu'on a vu dans le MCU depuis, on a l'impression de revoir voilà, un petit film un peu fait. Avec quelques bouts de ficelle et tout ça, alors que ça reste quand même un blockbuster, mais assez simple, plutôt efficace, malin dans les parties pris. Il y a quelques petits plans sympas, voilà, de la stature d'Iron Man et tout ça. Donc c'était plutôt chouette. Robert Downey Jr. est impeccable du début à la fin, évidemment. Ça marche très bien. Et voilà, j'ai passé plutôt un bon moment. Christophe, de l'avoir revu, ça t'a fait quoi? Ça m'a fait du bien. J'ai repassé un bon moment et j'ai peut-être même préféré maintenant que quand je l'avais vu à l'époque. Je trouve notamment l'humour, beaucoup mieux dosé que sur les Marvels actuels et au niveau des effets spéciaux, il y avait pas mal d'effets spéciaux pratiques et qui ont plutôt bien vieilli. Et il y a un truc que j'aimais bien chez les premiers Marvel qu'on retrouve moins maintenant, c'est que chaque film avait un style, les Captain America, leur style, espionnage, les Ant-Man, film de cambriolage, et là, il y avait le côté, film de guerre qui était ouais, qui apporte une entité au film et puis Robert Downey Jr. ouais, non, Stark, c'est un des personnages de la pop culture qui est devenu le plus emblématique, aujourd'hui, je pense. Alors au moment de la sortie du film, à part nous qui lisions les BD, peu de monde connaissait Iron Man. C'était pas Spider-Man ou, Batman qui étaient ultra populaires, même, pour les gens qui ne lisaient pas les BD. Nous, on connaissait forcément Iron Man, mais je pense pas que ce soit le cas de tout le monde à l'époque. C'est devenu un personnage tellement emblématique aujourd'hui. Ouais, non, très content de l'avoir vu. Ça devait bien faire, ouais, 8-9 ans que je l'avais pas vu ce film, voire plus. Avant de passer la parole à Olivier, moi, le fait de l'avoir revu, de le choisir comme ça, parce que je me refais, j'essaye de me refaire tous les Marvel, enfin, en tout cas ceux qui me font vraiment plaisir, en essayant d'avoir un regard un peu différent. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir en fait. Moi, ce film, j'avais déjà adoré dès le départ, évidemment, sur la perf de Robert Downey Jr. Et c'est vrai, comme tu dis, il y a beaucoup d'effets pratiques. Il y a plein de choses que je trouve. Alors, évidemment, Jon Favreau. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur réalisateur du monde, mais je trouve que tout est quand même bien efficace et qu'il y a surtout un super équilibre, voilà, entre l'humour, entre les vannes où tu sens ce qui a été improvisé sur le plateau par le père Downey Jr. Et tout le reste. Je trouve qu'il y a une patte, il y a quelque chose qui en sort de ce film-là. Et même à la fin, quand il fait je suis Iron Man, je trouvais ça tellement fort parce qu'on était tellement étonnés. Et puis je peux comprendre que ça ait pu décevoir à l'époque parce qu'on voulait avoir ce côté de Tony Stark. Est-ce que Iron Man c'est un garde du corps ou pas, etc., etc. J'ai trouvé que c'était hyper intelligent cette adaptation. Et moi j'ai repris un plaisir fou à le revoir. Et je trouve pas que ce soit un film qui vieillisse et qui, je dirais, qui subisse véritablement. Il a bien vieilli. Il a bien vieilli et je suis pas sûr qu'il va subir. Un côté, tu sais, genre film qui va effectivement mal vieillir avec les années. Je pense il fonctionne vraiment bien. On va pas parler bien évidemment d'Iron Man 2, mais en tout cas celui-ci, je crois qu'il
tient vraiment bien sa place. Olivier, je sais que toi, à l'époque, tu étais peut-être un petit peu plus sceptique. Ouais, bon, bah, sincèrement, tout a été dit depuis tout à l'heure, hein, par vous trois. Ouais, à l'époque, quand le film était sorti, j'avais été un peu déçu parce que quelques années avant, il y avait eu Batman Begins. La même année, il y a eu Dark Knight qui sortait 2, 3 mois après. Il y avait aussi le Blade 2 de Del Toro. Et c'est vrai que je m'étais dit, ça manquait un peu d'ambition en termes de mise en scène. Voilà, même prendre un réalisateur comme Kenneth Branagh pour faire Thor, ça voulait dire quelque chose. Il y avait un côté shakespearien qu'on amenait au personnage. Euh, alors là, quand je l'ai revu là, ça n'a pas changé grand-chose pour moi, dans le sens où je l'ai déjà revu il y a quelques temps, il y a quelques années. C'est un film que j'ai vu plus de 4, 5 fois. Mais en tout cas, la revoyure, à l'époque où je l'avais revu, je m'étais dit, finalement, peut-être que ce côté, grosse guillemets, manque d'ambition, c'est peut-être ce qui lui fait honneur aujourd'hui. Effectivement, déjà, le MCU, en fait, c'est rien de plus qu'un feuilleton, en fait, qui a maintenant, je sais plus combien, 25 épisodes, différentes saisons, et tout comme David Fincher qui va faire House of Cards, réalise 2, 3 épisodes, donne le style de la série, et après tous les réalisateurs qui arrivent derrière s'y attellent. Il y a un peu ça. Donc finalement, ce que j'avais reproché à l'époque, oui, j'en suis un peu revenu. Je pense que c'est un film effectivement à revoir avec tout ce qui s'est fait derrière, pour essayer de lui redonner une vraie place au sein du MCU. Là, après tout ce que vous avez dit, hein, il y a Robert Downey Jr., il y a cet humour, il y a les effets pratiques qui effectivement vieilliront beaucoup moins que certains effets spéciaux qu'on peut voir sur d'autres films du MCU. Tu veux parler Ouais, de non, non, Thor Love and Thunder? Ant-Man 3. je pense, Ant-Man 3, voilà, ouais. vous me donnez, je pensais pas spécialement à ces deux-là, mais ils en font grandement partie. Ouais, non, et puis c'est une réussite, hein. Attention, hein, le film, c'est un super film de divertissement. Alors, perso, c'est loin d'être mon préféré du MCU, mais ça reste un super spectacle. Il y a rien à dire là-dessus. Eh bien, À quel âge c'est sorti en quoi 2009 2008, 2008. 2008 le premier. 30 avril 2008. Ouais. Ah bah voilà, la précision même. Ouais, Moi aussi, je l'ai effectivement. noté. 2008. Bon, merci les amis pour avoir fait cette critique, hein. Vous nous direz, vous qui nous écoutez en commentaire, si Iron Man, pour vous, ça représente toujours quelque chose de sympa, quelque chose qui vous a plu, ou pas du tout. Si vous l'avez revu, si ça vous donne envie en tout cas de le revoir à la lumière de nos nouveaux retours. On se retrouve après une dernière virgule pour les derniers petits coups de cœur. Et c'est à chacun de dire, de donner un petit peu des petits coups de cœur de ce mois-ci ou de choses qui se sont passées durant ces derniers mois. Ça peut être musical, ça peut être un livre, ça peut être un film. Christophe, qu'est-ce que tu nous proposes comme coup de cœur? Alors, je vais vous parler d'une série que je suis en train de regarder actuellement. Alors, c'est en anglais, les auditeurs vont apprendre que je parle mal anglais. Ça s'appelle The Day of the Jackal. Et sur Prime Video, c'est une série d'action-espionnage. On suit d'un côté un tueur à gages qui tue des chefs d'entreprise, des politiciens, il est payé par des multimilliardaires, et de l'autre côté, une agent du MI6 qui cherche justement à arrêter ce tueur à gages. Et je regarde pas beaucoup de séries d'action, et celle-là, visuellement, c'est quand même assez dingue. Ça repousse les limites entre les séries et le cinéma. C'est vraiment filmé comme un film d'action qui sortirait au cinéma. Il y a une très grande inspiration de James Bond jusqu'au générique, que ce soit la chanson ou la mise en scène du générique, tu as l'impression que c'est un générique de James Bond. Et ouais, non, les épisodes, j'en suis à l'épisode 6. L'histoire est prenante, c'est un peu gros par moments comme tous les films d'action. Le gars, c'est un peu c'est James Bond, c'est un surhomme, le mec.
il va tuer 50 personnes, il va jamais se faire toucher. Mhm. Il y a des courses-poursuites assez dingues. Et les personnages sont intéressants. Surtout le tueur à gages, il est mal aimable au possible, mais tu arrives quand même à t'attacher à lui. Alors que il est vraiment pas tourné comme un héros. C'est vraiment un anti-héros au possible. Et ouais, je sais pas s'il y a une saison 2 qui est en cours. Je sais pas s'il y a une fin à cette saison-là, mais vraiment Il y a une saison 2. une saison 2. Ouais, Ouais. je prends vraiment beaucoup de plaisir devant ce truc. Alors je tiens quand même, c'est juste le petit rajout comme ça, c'est quand même un remake de remake. En fait, de base, c'est un bouquin et il y a eu une D'accord? première version dans les années 70 où en fait, le jour du chacal, qui c'est le nom du film, en fait, le tueur doit tuer le général de Gaulle, qui est je sais pas trop où. Et il y a eu une version dans les années 90 avec Bruce Willis qui fait le tueur et Et c'était pas Richard Gere? Ouais. Richard Gere, c'est ce que je dis, ouais. Mhm. Donc voilà, là ils l'ont juste allongé pour en faire une série, mais ça a rien d'original au sens créatif du terme. Olivier, tes coups de cœur, ton coup de cœur, enfin Alors mon coup de tes cœur, alors, recommandations. ma recommandation, alors c'est drôle parce qu'on reste dans l'idée de l'espionnage et puis même du MI6. C'est une série qui est sur Netflix, ça s'appelle Black Dogs, euh, avec Keira Knightley. Alors la bande-annonce, je me disais, ouais, ça va être fun, quoi. Ça fait un peu penser, c'est un peu dans l'esprit John Wick, matinée de Jason Bourne, vous savez, les bastons un peu chorégraphiés, gun et tout. Et en fait, c'est un gros avantage, c'est que c'est anglais, donc c'est que c'est beaucoup plus fin que ce qu'auraient fait des Américains avec la même chose. C'est déjà plus fin que ce que fait Netflix en général, tout court. Et puis, c'est très drôle. Alors, humour anglais, hein, c'est pas une comédie, mais il y a des situations, il y a des dialogues qui sont très très drôles. Et sans en révéler trop, je trouve qu'il y a une forme d'originalité, de profondeur dans de traitement des personnages qui est vraiment la bienvenue. Je n'en dis pas plus. Voilà. Coup de cœur parce que je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Voilà, je m'attendais à une série d'action un peu fun, voilà, 6 épisodes, ça va me faire passer les fêtes. Et en fait, c'est très sympa. C'est de l'espionnage, c'est effectivement beaucoup d'action. Les comédiens sont à leur place, c'est plutôt pas mal réalisé et c'est encore une fois finement écrit. Voilà, encore une fois, Et, l'avantage d'être anglais, ouais. c'est ça donne beaucoup. Et j'irai dans ton sens parce que j'ai vu aussi, on a vu aussi la série avec Nella et on a pris vraiment beaucoup de plaisir. C'est exactement tout ce que tu viens de dire. Le duo des personnages principaux est Ah, absolument génial. Le traitement est fonctionne super. à Pourtant, fond. je suis pas du tout fan de Keira Knightley de mon côté. Je Ah, sais bah, que toi non pareil. plus. Mais elle fonctionne hyper bien avec son duo. Et il faut noter un duo de tueuses à gages qui arrive dans la deuxième partie de la série, Ah, bah, c'est euh, là que c'est à mourir de rire. qui est mais extraordinaire. C'est du délire. La meuf, enfin la brune par exemple, elle me fait hurler de rire. Pour partir en mission, c'est qu'est-ce que t'as pris? T'as pris un fusil? Bah, j'ai mon lance-roquette. Enfin, et tout est dit avec beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence. C'est une série vraiment formidable. J'ai appris qu'il y avait une saison 2 Oui. et Black Doves. C'est vraiment très 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 bon. De mon côté, pour les recommandations, c'est plutôt deux recommandations musicales. La première, c'est le groupe Trank, qui est un groupe de métal. Alors c'est métal mélodieux, c'est pas un métal de mecs qui passent leur temps à hurler, etc. C'est vachement bien, c'est leur deuxième album, ça s'appelle The Maze, après The Ropes. C'est pas parce que le chanteur et compositeur Michel-André Jouveau, c'est un de mes amis, c'est simplement parce que leur second album est vraiment très 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 bon. Le premier a un petit peu souffert du Covid, comme beaucoup d'autres étant sortis à l'époque. Mais celui-ci, The Maze, est absolument mélodique. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Écoutez ça sur n'importe quelle plateforme. C'est très très bon. Et deuxième recommandation, vous en avez pas encore entendu parler, mais vous allez en entendre parler à fond. Elle s'appelle Chappell Roan. C'est une artiste elle est très queer. Elle est très dans une ambiance un petit peu. Alors c'est pas Taylor Swift, c'est pas ce genre de choses là. C'est plus dans
On est entre Olivia Rodrigo, une espèce de Billie Eilish qui aurait pris de la cocaïne, sachant qu'elle est elle dans une ambiance totalement queer. Donc ça va, c'est un groupe, c'est 4 nanas sur scène, c'est assez rock, assez un petit peu punk par endroits. Et pour dire que vous allez en entendre parler furieusement, c'est que cette année, elle a fait un petit Bataclan et que l'année prochaine, la tête d'affiche de Rock en scène, c'est Chappell Roan qui prend juste la succession de Lana Del Rey, s'il vous plaît. Donc croyez-moi que si vous voulez pas avoir l'air idiot, précipitez-vous sur vos plateformes de streaming de musique préférée et écoutez Chappell Roan. Elle a sorti un album, c'est The Princess of the Midwest, un truc comme ça. Chapel comme une chapelle mais en anglais, et Roan, R-O-A-N. C'est musclé, c'est vitaminé, elle a une super voix et en concert, c'est quelque chose à voir. J'ai hâte de la voir à Rock en scène l'année prochaine. Florian, tes recommandations à toi? Eh bien, moi, je viens de terminer la saison 2 d'une série qui s'appelle Shrinking, avec notamment Harrison Ford, qui joue un psy. Pour moi, c'est un des plus beaux rôles d'Harrison Ford. Il est drôle, il est extrêmement touchant. Le co-créateur de la série, c'est le fameux Marshall de How I Met Your Mother. Et en fait, on suit ces 3 psys, leur vie, leurs problèmes aussi, après que ce personnage principal ait perdu sa femme dans un accident de voiture. Ça, c'est le début de la série. Et c'est intéressant de voir ce psy-là qui va essayer de se soigner et qui va devoir faire face aussi à son deuil. Il garde sa fille qui est adolescente, comment gérer la perte de sa femme et de la mère de sa fille en même temps. C'est assez malin, parfois un petit peu too much dans l'humour et tout ça, mais ça c'est le côté américain. Ils ont tous énormément d'humour, ils ont tous des bonnes vannes et tout, bon ok, mais vraiment dans la saison 2, le personnage d'Harrison Ford, j'insiste, il a des morceaux de bravoure qui sont incroyables. C'est un psy renommé qui se bat aussi contre l'évolution de sa maladie de Parkinson, et il est d'une vulnérabilité à certains moments qui c'est extrêmement touchant, et on a, je crois, peu vu Harrison Ford dans ces rôles-là, et rien que pour ça, ça mérite vraiment de voir la série. Envie, en tout cas. Ouais, très bien. Ouais, franchement, c'est superbe. Faut trouver du temps pour tout ça. On n'a pas parlé d'Arcane parce que je sais qu'on avait fait un premier épisode pilote, et évidemment Arcane, on pourra en dire que du bien. Voyez Arcane, revoir même, parce que c'est peut-être intéressant de la revoir une fois qu'on connaît tous les tenants, les aboutissants. Arcane, The Bear, Sévrance. Ouais, Sévrance, ça arrive. La seconde saison, la saison 2 qui arrive fin janvier. Là. Ouais, on en parlera. On en parlera exactement. Et il y a une super série, vraiment, je mets 5 secondes. 5, qui s'appelle 4. Qui s'appelle oh putain. C'est sur Apple TV, ça s'appelle Sugar. C'est une mini-série. C'est avec Colin Farrell. Ouais. Ambiance film noir, voix off, ça se passe dans le milieu du cinéma, on cherche la fille d'un producteur qui a disparu, voilà. Et au bout de, je crois qu'il y a 8 épisodes, et genre au 5e et au 6e, ça part dans un truc tellement what the fuck. J'en ai entendu parler, il paraît que c'est très bien. Vachement bien, voilà. Bon, j'espère que toutes ces recommandations vous donneront envie d'aller voir, d'aller écouter. Merci Christophe, merci Florian et merci Olivier. On finit dans un état critique, et merci à vous 3 de m'avoir accompagné pour cette première. Merci Olivier. Au revoir. Merci à toi. Et Gros on bisous. espère, bien sûr, on espère que la proposition vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, on vous souhaite de vous faire de bonnes toiles. Ciao!